Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des prix d'occasion et c'est plutôt une très bonne nouvelle pour ceux qui voudraient en acheter un donc sur les véhicules électriques. C'est Pierre-Henri qui m'a envoyé donc cette information de Caradisiac. On a des chiffres, c'est très intéressant et c'est ce que je vous avais dit depuis longtemps dans mes vidéos, c'est-à-dire que peut-être il y aura d'un côté des malheureux, de l'autre côté des heureux. Alors pourquoi et pour quelles raisons? Avant de décortiquer l'article, déjà ce qui est important de dire, c'est que les voitures électriques qui réellement fonctionnent, c'est depuis peu. 3, 4, 5 ans, ça a toujours existé depuis une centaine d'années, mais l'autonomie était très faible, 50 km, la charge, les bornes, il n'y avait pas. Il y a eu entre guillemets Tesla, mais même Tesla sur un modèle 3, un modèle Y, c'est plutôt 2021-2022. Il y a énormément de crédits, il y a énormément de leasing, et donc on a de plus en plus de véhicules électriques en vente, et il faut que l'offre et la demande donc s'accommodent, et on va se rendre compte que finalement un véhicule électrique aujourd'hui, sa moyenne n'est pas finalement plus haute qu'un véhicule thermique, surtout que derrière on va pouvoir donc faire des économies. Au-delà de ça, il y avait un deuxième phénomène qui est toujours le cas, même s'il est réduit, c'est-à-dire que les aides de l'État, que ce soit le bonus, que ce soit le prime à la conversion, que ce soit les ZFE, que ce soit des aides régionales ou des villes ou quoi que ce soit, faisaient que des véhicules, mettons un exemple, qui étaient à 40 ou 45 000 euros, vous le touchiez des fois à 30 000. Donc des gens finalement qui pouvaient être entre guillemets juste au niveau de leur budget, eh bien n'achetaient pas un véhicule même d'occasion, parce que finalement, il était tout aussi cher, voire des fois un peu plus cher, ou un tout petit peu moins cher, mais souvent c'était au même prix, voire des fois plus cher, que le véhicule neuf. Donc en fait, il y a eu, entre guillemets, c'est normal, un système d'effondrement. Ça me fait penser par exemple aux anciens Scénic ou Renault, mais il y en a eu d'autres. Il y avait de très grosses remises, et donc obligatoirement, qui dit remise neuve, très importante, dit obligatoirement une décote très importante, parce que les gens qui achètent récent, eh bien finalement vont pouvoir acheter neuf, et donc ce prix s'effondre obligatoirement. Donc ça, encore une fois, c'est tout à fait logique. Donc sur la voiture électrique, une moyenne de 3 000 euros donc, par an sur l'année, donc en baisse, eh bien écoute, encore une fois, la décote elle est naturelle, il y a une décote un petit peu plus importante, ben tant mieux, ça fera un heureux. Honnêtement, moi sur le modèle Y, je m'en fiche. Et sur la Mégane, c'est la première fois que je prends un leasing et je suis très content en fait d'avoir une somme qui est lissée et je me soucie pas du tout là-dessus. Je vous ferai une vidéo sur la deuxième année, j'ai pas eu le temps de la faire, et aussi sur les 3 ans, notamment sur la restitution. Pour le moment, je touche du verre, elle est en parfait état. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt le schéma qui est en dessous. Ils ont mis des hybrides et hybrides rechargeables, je pense, puisque sinon c'est 33 000 la moyenne. L'électrique est à 20 490, la même moyenne finalement que le diesel qui est à 19 990, et de la moyenne globale sur la cote d'un véhicule, a priori en tout cas qui est acheté donc sur la centrale, ou c'est la même chose certainement sur le Bon Coin, c'est 20 000 euros. Un véhicule neuf c'est 34 000 et un véhicule électrique c'est 40 000. Donc en fait on voit que c'est extrêmement gommé. Sur un véhicule diesel, alors il y en a plus, donc il faudrait comparer plutôt à une hybride ou une essence. On est à 18 000, donc en fait, on a 2 000 euros de plus par rapport entre une essence et une électrique sur la moyenne, et l'hybride, je sais pas comment ça se fait, est à 31 000. Donc la baisse en tout cas est la plus importante sur l'électrique. Là on parle de moins 13% donc de valorisation, moins 8%, moins 8 alors qu'on parlait tout à l'heure moins 6, et moins 2 sur l'essence. Ce qui est important et les opportunités qu'il y a, on l'avait déjà vu, c'est tout ce qui est le groupe Stellantis. Il n'y a pas que la i2008, i208 Corsa, donc 17,5%, bref 17% en un an, prix médian à 16 490. Une Tesla Model 3, donc une baisse de 12,5%, 12%, 27 990, bon 28 000 euros, c'est vraiment pour dire que... Et la Renault Zoé, une hausse, donc c'est ce que je vous disais, donc de 3,85%, donc à 12 990 prix médian. Donc en fait à un moment donné, c'est pas parce que le prix baisse fortement ou baisse pendant 1 ou 2 ou 3 ans qu'il va forcément continuer à baisser. À un moment donné, il va y avoir une corrélation entre l'offre et la demande, et un modèle 3 par exemple qui va se situer à 20-22 000 à un moment donné, mais il risque peut-être de ne plus décoter, parce que en face, en véhicule électrique ou diesel ou hybride, eh bien concrètement il n'y aura rien en face. C'est ce qui se passe pour la Renault Zoé qui entre 8 000 et 14 000 euros, qu'est-ce que vous avez en face en termes d'agrément de conduite? Et là vous allez faire de grosses économies. Finalement à 12 000 euros médian, c'est un véhicule qui, si vous faites 10 000 km ou 15 000 voire 20 000 km par an, que vous allez amortir en fait.
C'est ça qui est fou. Bref, je ne reviendrai pas sur la démonstration. Vous allez pouvoir très certainement faire 10 € du 100 km. Donc, vous faites 10 000 km, ça vous fera 1 000 €. Ça veut dire que le véhicule, en une dizaine d'années, il peut même être amorti. Ça va dépendre où vous chargez, le coût de votre kilowattheure et encore une fois, le nombre de kilomètres que vous allez faire et à quel endroit. Et aussi, donc bien sûr, l'agrément de conduite, même si la Zoé, de mémoire, contrairement à la Leaf, je crois la Leaf avait le one pedal. Donc voilà, c'est encore un pas supplémentaire donc, et un argument supplémentaire par rapport à la voiture électrique. Donc voilà pour ces éléments. N'hésitez pas à me donner un peu de force, de pousser, de mettre de vous abonner, de mettre un petit commentaire. Et depuis longtemps, je fais des vidéos, si tu veux, de pédagogie là-dessus, de réflexion qui durent 20 minutes, 30 minutes, où j'explique que c'est tout à fait naturel par rapport aux arguments donc, que je viens d'apporter. Et à un moment donné, vous allez voir, il va y avoir des petites baisses ou peut-être une stagnation, des prix qui vont augmenter là par exemple comme la Zoé, et à un moment donné, donc l'offre et la demande va s'équilibrer et on va, des gens, je pense, qu'ils vont se rendre compte qu'en occasion, eh bien, il y a de très belles opportunités. Je vous ai fait d'ailleurs beaucoup de vidéos là-dessus qui me prend pas mal de temps, hein, 20, 30, 40 minutes là-dessus, où, eh bien, qu'est-ce qu'on peut avoir d'occasion à moins de 10 000, un guide d'achat sur des véhicules à 15 000. N'hésitez pas à mettre aussi un commentaire si vous voulez que je refasse une vidéo comme ça. Pareil, j'avais déjà préparé la vidéo, je l'avais fait dehors, il y avait des éboueurs et tout machin, j'expliquais aussi, ça c'est très important, faut arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. On compare d'occasion un véhicule de même segment, plus ou moins de même prix initial et de même kilométrage et de même année. J'ai vu des gens qui me comparent une Model 3 en disant « Ouais, mais c'est trop cher, je peux avoir une série 3 qui a 20 ans et 300 000 km. » Bah, mon loulou, on ne peut pas comparer un véhicule qui a 20 ans, 300, 400 000 km, avec, que ce soit une Model 3, mais même une Hyundai, une Ioniq 5, une Ioniq 6, enfin ce que tu veux, peu importe, ou une ID7, ou j'en sais rien, un véhicule qui a 3 ou 4 ans, et qui n'a que 60, 80 000, 100 000 km. Donc, en fait, lorsque tu es en réalité, et que tu as un budget, que tu cherches un véhicule d'occasion qui a moins de 5 ans, moins de 100 000 km, bah, franchement, tu es au même prix sur une électrique que sur un diesel et un thermique, en tout cas d'une manière globale, essence, hybride ou autre, et c'est surtout que derrière, tu vas pouvoir faire des économies, l'amortir, avoir un véhicule par rapport à un diesel, plus de bruit, et surtout un agrément de conduite sur une Model 3, batterie LFP, très bonne autonomie, les superchargeurs, les charges, tout l'écosystème qui va avec, et puis d'avoir un véhicule, donc un coffre à l'avant, des sièges chauffants, un volant aussi chauffant, électrique, etc., les sièges électriques, coffre électrique, tout à distance, etc., en termes d'équivalence, à 25 000 €, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Pareil pour la Zoé. Qu'est-ce qu'on a en termes d'équivalence? Sur la 2008, on a pratiquement tout le groupe Stellantis, on peut même avoir des plus petites Fiat, etc. Donc à voir. Mais pareil, sur la Zoé, les petites Dacia Spring, quand on cherche un petit véhicule aux alentours des 5-6 000 €, en thermique, on a plutôt des véhicules qui sont rincés, qui sont peut-être plus polyvalents, mais quand on cherche un véhicule qui est plus pour la ville, bah, ça suffit. Et pareil, hein, qu'on soit en ville, à la campagne, c'est pareil. Et je l'ai déjà expliqué, c'est même plus simple pour les personnes qui sont à la campagne, parce que c'est des gens qui vont faire peut-être un peu plus de kilomètres, donc ça veut dire qu'ils vont plus l'amortir. Au lieu de faire, tu vois, en périphérique 5 km, ils vont faire 20 km. Tu vas la charger tous les jours, honnêtement, qu'est-ce que ça va faire? Rien. Ce qu'il faut peut-être voir, c'est le nombre de cycles éventuellement de la batterie. Et c'est vrai qu'il vaut mieux privilégier une batterie éventuellement en LFP, ça j'en ai déjà parlé, par rapport au nombre de cycles. Les gens, ça les intéresse pas, la technologie, ou éventuellement même sur un véhicule thermique, les gens, ça les intéresse pas, la motorisation, c'est un 3 cylindres, il y a une chaîne, il y a une courroie, quelles sont les préconisations du constructeur, voilà, c'est tous les ans, tous les 2 ans, la boîte de vitesse, etc. Enfin, tu sais, ils se sont jamais intéressés, le turbo, les injecteurs, et machin, les bidules, etc., etc. Donc bien sûr, tout ça est très important, et donc, dans une petite ville, dans un village, excentré ou pas excentré d'une grande ville, dans un département comme la Meuse, la Creuse ou quoi que ce soit, bah franchement c'est très bien, parce que très souvent en plus on va être en maison, donc on n'a pas de contrainte éventuellement de l'appartement et d'avoir un parking, un garage et demander donc d'avoir une prise, hein. Normalement c'est obligatoire mais bon c'est assez compliqué, et d'avoir un coût donc de recharge et même éventuellement avec des panneaux photovoltaïques, franchement qui soit très bas. Franchement je ne cesserai jamais de le dire, c'est hyper intéressant. Quel
quelqu'un en deuxième véhicule, une petite Dacia Spring à 5-6 000 balles, une petite Zoé à 10-12 000, et voilà, je vais pas revenir en fait sur une vidéo de 30-40 minutes où j'ai déjà expliqué sur la Zoé ou d'autres. Il faut regarder donc la batterie, il faut regarder l'état de la batterie, il faut regarder l'autonomie, il faut regarder le nombre de cycles, il faut regarder donc en fonction de son usage la taille de la batterie. C'est un petit peu comme si tu avais un réservoir sur un véhicule et que tu avais des réservoirs de 20 litres et des réservoirs de 50 litres. Donc tout ça il faut regarder, sauf qu'en fait un réservoir grossièrement ça coûte rien, il faut juste réussir à le loger dans la bagnole. Et là en fait la batterie elle coûte très cher. Donc au départ on avait des batteries qui étaient relativement faibles, petites, une petite capacité, aux alentours de 20. Et aujourd'hui une batterie qui a donc 40 kWh, 200 km réel, ça suffit largement. Quand je dis réel, c'est vraiment à l'extrême, c'est-à-dire en plein hiver, avec le chauffage à fond, tu le mets avant, ou en ce moment quand il fait très très chaud. Ou sinon, 40 kWh, tu peux largement faire 300 km, donc 300 km par jour, ça suffit largement. Avec 1500 cycles, même en batterie nickel, manganèse, cobalt, donc du lithium bien sûr, NMC, eh bien ça fait quand même donc 300 km x 1500, ça fait 4500 km. Bref, entre 400 et 500 000 km, pareil, j'ai fait plein de vidéos avec, je suis allé dans des garages, Revolt ou autres, vous montrer qu'est-ce qui pouvait tomber en panne, etc. Ça ne coûte pas plus cher, on trouve des alternatives. Donc je vois pas où il est le souci, c'est pour ça que d'ailleurs que il va y avoir de toute manière une demande qui va être de plus importante, parce que les gens vont être curieux et se dire, au pire des cas, t'économises 1000 à 2000 euros par rapport en fait à ton carburant. Si tu as un moteur ou autre, franchement, il passera dedans. Et d'ailleurs, c'est ça qui est complètement fou, c'est-à-dire que si tu vas chez Revolt, ça va, tu t'en tireras pas trop cher peut-être pour la réparation d'un moteur. Si tu vas chez Renault et qu'ils te remplacent le moteur, je pense que c'est comme la Mégane, ça doit être une petite douille, ça doit être 8 ou 10 000 euros. C'est très cher les moteurs électriques, non pas parce qu'ils coûtent cher, c'est la main-d'œuvre, en fait, il est mal logé. Mais si vous prenez par exemple une Model 3, les 2021 avec une batterie LFP, même minimum 55 kWh, c'est increvable. Vous allez faire 500 000 à 1 million de kilomètres. Honnêtement, vous faites une révision avant les 4 ans, 80 000 km pour éventuellement les bras de suspension, on sait que ça peut être une faiblesse. Et franchement, à 300 000 km, si vous changez un moteur et que ça vous coûte 3 000 euros, je peux vous dire que vous allez l'amortir très vite. Ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire éventuellement avec un PureTech. Bref, la vidéo est finie. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve donc pour d'autres actualités. Si vous avez aussi des questions en commentaire, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, je suis pas un aficionado, c'est juste que je m'y suis intéressé il y a 2 ans. J'étais pro-thermique, jamais été anti-voiture électrique. Et aujourd'hui, il y a des très belles opportunités. C'est pareil avec les véhicules thermiques d'occasion. Il faut faire attention aux garanties. Est-ce qu'il y a des extensions? Quels sont les points de faiblesse? Il faut bien faire attention donc au niveau des choses qui coûtent le plus cher, si ça tombe en panne ou quoi, et trouver une alternative et voir si ça peut être réparable avant donc de le remplacer chez le constructeur et que ça coûte un bras. Allez, sur ce, ciao à tous.